Bonsoir et merci à l'Université de Corté de nous avoir invités et à Françoise encore plus. Donc moi je suis un petit peu marginal dans cette assemblée parce que je ne vais aborder le madrigal que de manière un peu détournée, mais j'espère avec un certain intérêt pour vous tout de même, dans la mesure où je vais essayer de rendre compte de rencontres que nous avons eues il y a fort peu de temps à Paris 8, qui étaient des rencontres organisées autour du thème suivant, tradition et invention dans la composition musicale autour de la Méditerranée. Et je vais commencer par vous expliquer les 4 éléments qui présidaient à l'organisation de ces rencontres. Le premier élément, c'était une réflexion sur une nouvelle façon, en tout cas ce qu'on espère une façon plus, disons, en tout cas plus ancrée dans le contemporain de pratiquer la musicologie, c'est-à-dire d'essayer d'établir un dialogue de travail entre musicologues et compositeurs, parce que l'une des habitudes des musicologues habituellement, c'est de travailler sur un matériau historique, ce qui est une façon de procéder. C'est plus difficile, plus délicat, plus complexe, en tout cas différent, de travailler avec des compositeurs qui sont vivants, parce qu'on établit un échange. Et l'idée, c'est que ce dialogue peut devenir fructueux. C'était en tous les cas la tentative de ces journées. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'était de réfléchir dans le contexte de la Méditerranée, quel pouvait être le rapport entre la tradition, les traditions, et l'invention, et de voir comment ce problème se déclinait dans un certain nombre de pays. Et pour mieux vous expliquer ce contexte, peut-être je vous lis juste une petite phrase qui était à la base du programme qu'on avait envoyé aux compositeurs. Nous étions partis d'une citation de Théodore Adorno, qui est celle-ci. Avec la liberté de celui que la culture n'a pas entièrement englouti, le vagabond de la musique ramasse le morceau de verre qu'il trouve sur la route et le tend vers le soleil pour en faire jaillir 1000 couleurs. C'est ainsi que Théodore Adorno commente la posture qu'adoptait la musique de Mahler envers les fragments de la musique populaire, y percevant indissolublement liés l'attachement, l'intelligence et la critique. Donc c'était une façon un peu provocante pour nous d'essayer de poser aux divers compositeurs la question de comment ils considéraient le matériau traditionnel qu'ils récupéraient et dans quel esprit ils l'utilisaient. Le troisième élément, c'était la diversité, forcément importante. Dans ces journées, nous avions invité des compositeurs du Maroc, de l'Algérie, de la Jordanie, de la Syrie, de la Turquie, de la Grèce, de la Macédoine, de l'Italie, de l'Espagne, pour essayer d'avoir un aspect assez représentatif des cultures autour de la Méditerranée. Et l'un des éléments, c'était d'essayer de faire dialoguer autour des tables rondes ces compositeurs avec chaque fois les répondants musicologues qui avaient travaillé sur ces musiques et sur ces compositeurs. Enfin, le quatrième élément, c'était, comment dire, un certain nombre de valeurs qui nous tenaient à cœur. Et je crois qu'on pourrait essayer de synthétiser ces valeurs autour peut-être de la pensée d'un homme qu'on aime bien à Paris 8 et qui s'appelle Édouard Glissant. C'était l'idée du tout monde s'opposant à la mondialisation, l'idée complexe de la créolisation dans la relation entre les cultures plutôt que d'une hybridation superficielle. Et puis l'idée d'une recherche de l'universalité par la complexité des relations et non pas par, disons, une hiérarchisation des lieux, mais par les relations entre les choses. Donc il était important pour nous que cette réflexion sur la Méditerranée ne contienne aucun propos de type identitaire, mais qu'elle soit une réflexion collective à base d'échanges sur des catégories, à la fois partagées et déclinées dans la différence des démarches. Nous avions pensé ces catégories évidemment du côté d'une modernité, mais pas d'une modernité dont l'émergence et le cheminement seraient tout tracés, mais une modernité qui se réfléchirait
selon les manières de la vivre. Il se trouve qu'à la fin de ces 2 journées, un certain nombre disons, de catégories se sont dégagées. C'est peut-être autour d'elles que je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé dans ces 2 journées et qui me semble relativement intéressant parce qu'il me semble qu'à partir de ces valeurs, on pourrait définir quelque chose qui se réfléchit venant de cultures différentes, de compositeurs différents et qui atteignent la modernité, je dirais, mais pas forcément selon un chemin tracé directement, mais un chemin qui laisse largement la place au particularisme, au traditionnel qui peut ressurgir, en tout cas des conceptions qui sont intéressantes. Donc voilà, je voudrais vous décliner devant vous ces catégories. La première qui est revenue très très souvent est celle d'espace, en fait, qui était une valeur qui est revenue très souvent dans la bouche des compositeurs, et cela de manière différente. Tout d'abord, c'était l'espace extérieur, tout simplement l'espace de pays où l'on vit dehors, et qui en fait devenait quelque chose qui était transcrit largement dans les compositions. Par exemple, le compositeur Hasan Ukarsu, compositeur turc, avait écrit une pièce qui s'appelait « Dans les ruelles du vieil Istanbul » et qui se référait directement à l'espace multiple d'une ville dans laquelle les diverses sonorités apparaissaient. Mais il pouvait s'agir aussi de l'espace extérieur vécu comme l'écoute quasi méditative de couches hétérogènes, une expérience qu'on rencontre dans d'autres cultures aussi, je pense à Charles Ives par exemple. Et dans ce sens, le compositeur libanais Zad Multaka avait construit dans le 3e mouvement d'une de ses pièces, l'Igéa, un espace constitué de 3 couches différentes. Un requiem chanté par un chœur, une 2e strate sous la forme d'une courte phrase répétée, et enfin un chant au lointain dont il avait précisé dans la présentation que ce chant lui était apparu alors qu'il travaillait dans la montagne libanaise. Et en fait, l'association de ces couches était réellement composée par Multaka comme une tentative de faire exister une certaine passivité positive de l'oreille, je dirais, qui est en attente de la surprise de ces 3 couches qui ont une vie autonome et qui constituent un nouvel espace, celui d'un événement qui peut à tout moment arriver dans la rencontre des strates. D'autres évocations de l'espace ont été évoquées par les compositeurs, notamment celui de l'exil, du déracinement, de l'espace brisé, ou la confrontation entre 2 espaces, de 2 cultures, celle d'origine et celle de l'accueil, qui pouvaient être intégrées dans les compositions. Mais aussi, de manière plus technique, la question très présente dans les cultures autour de la Méditerranée de l'hétérophonie, c'est-à-dire d'une polyphonie qui ne se fonde pas sur un contrepoint construit dans l'action d'une voix sur l'autre, mais plutôt sur la variation et la variante à partir d'une voix et d'une certaine liberté des voix superposées à partir d'un modèle. Cette hétérophonie devenait pour beaucoup de compositeurs à la fois un espace d'écriture nouveau, mais aussi un temps non directionnel où il y avait une sorte d'idée que le moment présent pouvait être développé simplement par la jouissance de ces variantes des diverses couches. Je vous propose d'écouter un petit bout de la pièce de Multaka pour essayer de sentir qu'est-ce que pouvait être cet espace multiple avec les 3 strates. Donc l'IGA de Zad Multaka.
Une autre thématique qui est revenue pratiquement constamment est évidemment la question des modes, des échelles et des intervalles, qui est un matériau important pour les compositeurs, un matériau traditionnel assez commun tout autour de la Méditerranée. Et on a pu observer là un certain nombre de comportements différents qui ont donné lieu à des discussions intéressantes d'ailleurs, tout un éventail de possibilités par rapport à la culture. Le premier comportement était l'utilisation de modes traditionnels, conservés tels quels, avec une sorte de modernisation par l'instrumentation ou l'harmonie. Par ses contradictions inhérentes, ce mode d'écriture était le moins intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il tendait à neutraliser les éléments de la musique en obéissant à des modèles prédéfinis. Un deuxième type était la fragmentation des matériaux, l'utilisation de ces modes, de ces échelles, mais en les découpant dans des séquences qui les transportent dans un nouveau contexte et qui jouent avec des variantes. Enfin, encore plus loin, un compositeur a utilisé l'expression de destruction positive de ces matériaux. Ici, en fait, expliquait-il, on conserve la qualité émotive de certains matériaux et on joue avec cette évocation de manière allusive et subtile. C'est souvent l'emploi de fragments de modes arabes, par exemple, employés par le compositeur dans des œuvres et mis en contact avec d'autres couches. Enfin, parfois, on pouvait assister à une sorte d'observation microscopique et critique. Le compositeur choisit une seule cellule qu'il agrandit et qu'il la travaille par variation libre. C'est alors une sorte de focalisation sur le détail qui est comme une étude extrêmement approfondie d'un élément de la culture qui devient alors autre chose. Par exemple, la compositrice macédonienne Dana Jloska travaille sur des caractères émotionnels minimaux qu'elle articule entre eux de manière très dramatique, comme si elle explorait le territoire d'émotions rituelles et ancestrales. Une troisième thématique très importante qui semblait relier tous ces compositeurs, ou beaucoup d'entre eux, était en fait une relation dialectique entre l'oralité et l'écriture. La plupart des cultures populaires, on le sait, celles de la Méditerranée aussi, ont un ancrage fort dans la tradition orale. C'était l'un des éléments importants qu'on a remarqué dans ces journées. Mais les compositeurs présents, en fait, ont chaque fois parlé de leur volonté de ne pas opposer frontalement et brutalement les deux dimensions, mais de tenter de favoriser dans leur travail l'exercice de reprise d'une dimension par l'autre. Dans un sens, il s'agissait de fixer les éléments de l'oralité, sa souplesse, sa fluidité, sa labilité, sa rythmicité, sur la partition sans tuer ses qualités, ce qui transforme la teneur même de l'écriture, en fait. Et dans l'autre sens, l'interprétation se devait, selon eux, de prendre en charge les ambiguïtés de l'écriture, les strates profondes, non explicites de l'écrit. L'exécution doit alors réfléchir à tout ce qui ne peut être fixé une fois pour toutes dans les signes écrits. Les compositeurs présents étaient très sensibles à cette dimension. Par exemple, le compositeur espagnol Enrique Muñoz a montré comment la dimension andalouse de sa pièce, sur un texte de Lorca, sous-tendait une relation intime et pourtant non explicite au flamenco, et que cette dimension attendait pour ainsi dire une manifestation spatiale qu'elle avait trouvée en partie dans une version chorégraphiée. De la même manière, la compositrice Edwokia Dana-Jloska, qui est elle-même chanteuse, semblait considérer la partition en grande partie comme la transcription d'émotions corporelles très fortes qui émergent d'anciennes expériences qu'elle avait faites face à des rites traditionnels vécus. Ces émotions sont alors transformées dans l'espace imaginaire de la pièce, ce qui suppose de nouvelles façons de transcrire ces éléments qui modifient le concept d'écriture musicale. Une autre catégorie qui est revenue pratiquement tout le temps dans ces 2 jours est la question de ce qui est ancien, de l'historique, de l'ancestral, du primitif même, et des mythes. Il s'agit d'une catégorie évidemment immense et multiple qu'il est difficile de synthétiser. Dans un sens, on peut dire qu'elle est en quelque sorte unifiée par le fait qu'elle se voit, en tout cas qu'elle s'est vue pendant ces 2 jours, assumée par les compositeurs qui tentent d'une manière ou d'une autre de faire émerger une dimension correspondant à des couches anciennes, voire oubliées,
voire enterré, de l'expérience humaine par le moyen de l'écriture artistique. Plusieurs cas de figure sont apparus. Le premier concerne évidemment les sujets traités, qu'ils soient d'ordre mythologique, qu'ils traitent d'éléments portant une dimension mythique. Par exemple, la compositrice grecque Georgia Spiropoulos revisitait le mythe grec des Bacchantes, mais intériorisé dans sa pièce par un seul protagoniste qui jouait tous les rôles et avec un traitement informatique du son. Ou encore, le Marocain Ahmed Essiad, dans son œuvre Le cycle de l'eau, évoquait largement cet élément quasi magique par sa rareté dans le Haut Atlas, mais le faisait dans un langage musical résolument moderne, celui de l'atonalisme occidental. Dans sa pièce pour voix, Ligea, le Libanais Moultaka faisait clairement dans le premier mouvement référence au mythe d'Ulysse et des sirènes. Une deuxième attitude est celle dont les éléments font référence à la tradition historique, parfois même à l'histoire musicale. Ainsi, le compositeur italien Gian Vincenzo Cresta avait construit sa pièce à partir d'un modèle revisité de la polyphonie italienne du XVe siècle. De son côté, le compositeur algérien Salim Dada était parti de tableaux du peintre Étienne Diné pour s'inspirer de paysages algériens à partir desquels il construit sa pièce. L'une des dimensions enfin présentes au sein de cette catégorie était celle du rituel, toujours très présent, souvent évoqué, parfois même jusqu'à la dimension de la transe. La compositrice macédonienne, par exemple, avait ainsi évoqué le rite des morts auquel elle avait enfant assisté et qui l'avait marqué presque jusqu'au traumatisme, au point de déposer en elle des traces qu'elle cherche à transcrire dans le traitement de l'écriture et de la voix. De la même manière, la compositrice grecque Spiropoulos effectuait un traitement de la voix par l'électronique qui a visé clairement, du moins en partie, la transe ou son évocation, un espace imaginaire qui évoque le monde des morts, un espace inouï, inquiétant. Une autre catégorie très importante, celle-ci, et peut-être à la racine même de beaucoup des travaux qu'on a entendus, pourrait se résumer sous le nom d'une temporalité différente, le traitement de la temporalité différente, en fait. Presque tous les compositeurs de ces journées ont évoqué ce thème d'une temporalité différente de celle que la musique écrite occidentale avait développée avec sa concentration presque productiviste, dans laquelle le temps semble ramassé dans une sorte d'énergie fictionnelle. Celui qu'on peut dire, voilà, l'exemple le plus évident, c'est la symphonie beethovenienne, on pourrait dire, qui concentre comme ça en un quart d'heure de mouvement une sorte d'énergie féroce et phénoménale. Et à l'opposé de ce temps rapide et narratif à sa manière, il était question ici de la durée, d'un rapport plus souple, plus intérieur à l'expérience, qui pouvait prendre des formes différentes. Ainsi, le compositeur Ahmed Essiad nous a parlé de formes traditionnelles de l'atlas marocain, formes pour lesquelles ce n'est plus le matériau des modes ou des intervalles qui semblait primer, mais le fait que la matière sonore s'y déploie lentement, de manière presque indistincte, infime, jusqu'à nouer des relations internes de manière suffisante pour que la tension émerge, croisse et finisse par tout emporter. D'un autre côté, le compositeur turc Ukarsu s'est référé une fois encore à l'hétérophonie et à l'usage original qu'il en fait dans sa pièce. À partir d'un petit élément traditionnel, il déploie librement la variation hétérophonique et rejoint en fait le processus des tropes et des parenthèses que la musique moderne occidentale avait exploré largement et avec beaucoup de possibilités dans l'œuvre ouverte. Je pense par exemple à la 3e sonate de Boulez ou aux pièces de Bokourechlief. Enfin, le Libanais Moultaka, par la construction de couches relativement autonomes dans certaines de ses pièces, provoque un sentiment de durée originale. Par ailleurs, en déployant dans ses œuvres des éléments de la musique orientale, je pense ici à l'isone des périodes de cantillation coranique, mais dans un contexte entièrement renouvelé, l'idée d'un temps extensif, en travail et cependant installé à partir de la stase, rejoint des préoccupations sur l'énergie sonore
de compositeurs tout à fait contemporains dans la modernité occidentale. Tous ces éléments conduisent bien sûr à s'interroger à nouveau sur les conditions de ce qu'est la forme musicale, sujet difficile, complexe, au cœur des préoccupations modernes, dès lors que les formes traditionnelles ne sont plus capables de prendre en charge l'expression contemporaine. De plus, me semble-t-il, une des caractéristiques de ces compositions, que nous avons donc travaillé pendant 2 jours, de ces écritures, il m'a semblé qu'elle était aussi la préoccupation de faire, disons, franchir le temps à certains matériaux et à certains processus. C'est en fait toute une réflexion sur le temps, peut-être à la manière de ce qu'avait pensé Walter Benjamin, c'est-à-dire un temps non linéaire, mais en tourbillon, avec des résurgences du passé, qui est en œuvre dans ses productions et qu'il serait nécessaire de théoriser du côté de la musicologie. De ce point de vue, peut-être l'espace méditerranéen, dans sa spécificité, pourrait rejoindre des préoccupations les plus contemporaines de la création musicale. Enfin, un dernier élément m'a paru important durant ces journées. Je le définirais comme le domaine de la déformation, de la métamorphose, de l'agrandissement du détail sensible. En effet, chez beaucoup de ces compositeurs présents, on a pu observer non seulement une fragmentation des matériaux, mais aussi une observation des détails sensibles, leur isolement, leur hypertrophie même, comme si ce détail se trouvait tout à coup sous la loupe d'un microscope auditif. Ainsi observé, ce détail devient une matière autre, comme un monde intérieur qui s'y déploierait, et de toute autre sensation s'en dégage. C'est un peu comme un phénomène de relecture sensible par l'observation active, qui provoque du coup la naissance de nouveaux processus. Par exemple, le Turc Ukarsu sélectionne et isole une brève figure traditionnelle d'un makam et la déploie dans un temps infiniment plus long, permettant ainsi une vie nouvelle à une figure qui, sans cela, serait presque figée, voire réifiée par la répétition, et il la place ainsi dans un autre contexte. Ou encore, Georgia Spiropoulos, compositrice grecque, en déformant les éléments les plus intenses du phénomène vocal par le traitement électronique, emporte la vocalité dans un domaine inouï, dans un territoire fantasmatique, qui est comme un entre-deux entre le mythe évoqué et la modernité la plus actuelle. Ou encore, le compositeur italien Cresta semble étudier les phénomènes les plus expressifs du madrigal italien. Il en détache quelques éléments qui forment un mouvement entier d'une pièce. La méthode employée semble recharger d'énergie une telle figure, comme si le détail, soudain pris de vie, se mettait à nouveau à parler, débarrassé de l'usure du temps, par le nouveau traitement qui le vivifie. Je vous propose d'écouter un court segment de la pièce de Gian Vincenzo Cresta. C'est comme si une simple phrase de madrigal était isolée et devenait à elle seule une sorte de monde entier dans lequel le compositeur fait une autre musique, en fait. Enfin, et c'est là que je rejoins peut-être le plus directement cet après-midi, ce que nous faisons cet après-midi, il est apparu très clairement durant ces 2 journées que l'une des préoccupations fortes qui était revenue étaient les relations tressées entre musique, texte et voix.
Cela est apparu comme l'un des vecteurs très présents de la composition musicale chez ces compositeurs autour de la Méditerranée. Un vecteur qui plonge ses racines dans la tradition la plus ancienne, mais aussi un vecteur qui a su garder toute sa vigueur grâce au renouvellement de ses relations. Je ne vais évidemment pas ici analyser de manière poussée tous ces traits dans toutes ces compositions. Je souhaiterais plutôt vous faire entendre un dernier exemple sur un autre compositeur qui n'était évidemment pas présent à ces journées, puisque c'est un compositeur qui est décédé aujourd'hui, qui est mort en 1992. Il s'agit de Maurice Ohana, compositeur français né au Maroc et qui a vécu en Espagne, et un compositeur très, en tout cas, qui lui-même se revendiquait comme un compositeur proche de la Méditerranée par plus d'un trait, d'abord par les thématiques qu'il a abordées, qui contenaient parfois beaucoup de mythes revisités de la Méditerranée, ou de poésie de poètes de la Méditerranée, mais qui aussi a travaillé une musique qui, me semble-t-il, avait beaucoup de traits communs avec les valeurs et des catégories que j'ai tenté de définir dans ma brève présentation. Et je voudrais vous faire écouter un extrait d'une pièce que Maurice Ohana a écrite en 1976 et qui s'appelle Le Lys des Madrigaux, qui est une pièce pour 24 voix de femmes, un ensemble instrumental qui comprend un piano, 2 sitares, un orgue et des percussions. Et je pense qu'on peut légitimement, dans les qualités de cette œuvre, Le Lys des Madrigaux, retrouver beaucoup d'éléments dont je viens de vous parler. D'abord parce que un certain nombre de ces pièces sont liées à des figures méditerranéennes de femmes. Il y a un chant pour Calypso, la nymphe qui attira Ulysse et le retint 10 ans. Un autre madrigal est lié à Circé, la magicienne, celle qui transformait ses invités en animaux. Un autre est un miroir de Sappho, la poétesse, qui se jeta à la mer par chagrin d'amour. Une autre pièce concerne le mythe des parques, qui sont ici assimilés à des sorcières gitanes. Et il faut savoir que tous ces titres sont donnés par Maurice Ohana après la composition, un petit peu comme Debussy qui écrivait les titres de ses préludes à la fin et non pas au début des pièces. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi un travail sur l'espace dans le Lys des Madrigaux, puisque lorsque les pièces sont données en direct, il y a un déplacement des chanteuses. La première partie de la pièce est jouée en 3 groupes séparés. Dans la deuxième partie, les femmes se rassemblent, mais les instruments sont autour d'elles. Et dans la troisième partie, toutes les chanteuses se dispersent par 2 dans l'espace, ce qui fait qu'on a chaque fois ce travail d'espace qui change en fait quand on est en direct la réception de l'œuvre. Troisième élément commun avec les valeurs dont je vous ai parlé, c'est le travail sur les échelles. Ohana a été non seulement très attiré, très intéressé, comme l'était Debussy, par le fait d'utiliser des échelles différentes, mais il travaillait même des échelles, à côté des échelles par demi-ton, il travaillait des échelles en tiers de ton. Là, par exemple, il y a 2 sitares, l'une est en demi-ton, l'autre est en tiers de ton, car pour Ohana, il était beaucoup plus naturel de travailler sur le tiers de ton, disait-il. Donc il y avait tout ce travail, et puis ce travail sur des sonorités différentes, vous allez l'entendre de vous-même. Le rapport entre les voix et les instruments est plutôt de l'ordre de l'hétérophonie que d'un contrepoint réel. Enfin, les phrases, vous le verrez tout de suite, ont gardé de l'oralité quelque chose de la souplesse rythmique qui n'est pas mesurée dans certaines séquences, et on le sent très bien. Ce qui a pour effet, là aussi, de créer un temps suspendu qui a des dynamismes divers, qui fonctionne par stase, puis qui repart, qui s'arrête, en tous les cas, qui n'a aucune mécanicité de la pulsation, je dirais. Donc, je vous propose d'écouter la dernière pièce du Lys des Madrigaux.
Voilà, disons que si j'osais conclure mon discours avec ce que je pense vraiment, je dirais que c'est une manière, disons que pour moi, d'encourager une recherche qui pourrait à la fois, disons, travailler sur l'extrêmement ancien et en même temps le plus contemporain, qui me paraissent pas si contradictoires que cela. Voilà. Merci pour votre attention. Bien, merci Jean-Paul. Donc, oui, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques que vous souhaiteriez faire, les uns ou les autres? Non? C'est bien. Vous allez... Oui, allez-y. Merci. Tony Casalong. Je voudrais dire que c'est plus une impression qu'une question. C'est quand j'ai entendu le travail qu'a fait Charino sur Gesualdo, ça m'a fait absolument penser à ce que Picasso avait fait sur Velázquez à propos de Las Meninas. Puisque il y a eu une intervention qui a commencé par des présentations d'œuvres picturales, je me suis permis de vous faire part de cette impression qui était extrêmement forte chez moi. Et puis, non pas une question pour le dernier intervenant, mais une sorte de surprise. Il me semble me rappeler que vous avez dit à un moment donné qu'à propos des modes, finalement, c'était quelque chose qui était une sorte, des modes traditionnels évidemment, une sorte d'enfermement dans lequel il valait mieux ne pas se laisser prendre. Et quand vous nous avez fait entendre la pièce de ce compositeur libanais, je crois, la première pièce, et ça, c'est pas la question du mode qui m'a interpellé, c'est la question du tempérament. Et j'ai trouvé que pour un Libanais, avec cette extraordinaire richesse qu'a cette partie-là de la Méditerranée que nous avons perdue, c'était furieusement tempérament égal. Oui, je peux répondre plusieurs choses à ça. La première chose est technique et concerne la pièce. C'est la troisième pièce c'est le troisième mouvement de cette pièce-là. Le second, par exemple, est complètement construit sur des modes orientaux, à tel point qu'il nous a avoué que le chanteur qui était occidental n'était pas arrivé à l'exécuter comme il fallait. C'est pour vous dire que la diversité existe. J'ai donné un exemple dans un univers qui est forcément plus personnel. Ça c'est la réponse juste factuelle par rapport à ce que vous avez entendu. Et je suis d'accord avec vous, cette pièce ne présente pas un intérêt, encore que normalement la mélodie qui arrive en dernier et qui est grave mais qu'on n'entend pas bien, est une mélodie modale normalement. Mais bon, elle n'est pas parfaite, je vous l'accorde. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas forcément dit que les modes représentaient un enfermement. J'ai dit que ce que j'ai voulu dire, c'était que comme beaucoup d'éléments des langages, ils pouvaient soit former une forteresse identitaire, soit être l'objet d'une position critique de la part d'un compositeur, comme tous les matériaux, et que l'un des enjeux intéressants qui s'est passé pendant ces 2 journées-là était celui de positions différentes par rapport à l'usage de ces éléments-là, et pas forcément dans le rejet. Je veux dire que le rejet n'était pas forcément la position la plus riche, mais la position identitaire qui voulait fonctionner sur un matériau inamovible n'était pas non plus la plus riche, mais qu'il y avait toutes sortes de tentatives des compositeurs et un embarras, forcément, pour conserver ce qui forgeait, disons, la sensualité, la sensibilité même d'une culture, et qui néanmoins demandait un regard un peu distancié pour faire autre chose et la sortir de la répétition. C'était une question extrêmement complexe et profonde, je pense.
Et qu'on a eu tout un éventail de positions qui étaient très intéressantes, sur lesquelles je pense qu'il faut continuer à travailler. Voilà.